candidature par liste. Pourquoi? Ici, notez que ce nombre de 300 peut permettre ou nous permet d'avoir de partis politiques, nous y reviendrons, avec un indice de représentativité nationale conséquent. En effet, avec 26 provinces, un parti politique ou regroupement doit pouvoir sur l'ensemble des 26 provinces, donc la dimension nationale, et non avoir des partis sous forme de microcosmes ethno. Ces partis politiques à dimension nationale contribueront au renforcement de la conscience. Et en adéquation avec l'article 6 de la Constitution, les partis politiques vont favoriser la démocratie pluraliste, l'unité et la souveraineté nationale. Honorable Président, le seuil tel que présenté dans l'ancienne loi, si nous prenons en 2018, l'objectif n'a pas été atteint. Observe enfin, en effet, Monsieur le Président, que sur l'ensemble de partis politiques qui sont dans cette salle, 4 partis seulement se sont distingués avec plus de 10 députés nationaux. Il s'agit du PPRD. Ensuite, nous avons les Palous avec les Palous, les MLC avec 17 députés et l'UNC avec 16 députés. Pardon? APCA, c'est un regroupement, messieurs. Je vais revenir. Il est vrai, Monsieur le Président, qu'avec ce système, on a créé des partis pirates qui s'appellent le MIP. Vous avez raison. Il y a des partis qui s'appellent le MIP, qui s'appellent les RLC, qui disparaissent lorsque nous venons ici et votent dans un parti patron qui les manipule. Donc c'est un détournement du voix de la population. Plus grave, Monsieur le Président, lorsque on voit l'indice de représentativité nationale de partis politiques, aucun parti politique n'est représenté sur les 26 provinces. Le PPRD, parti plus ou moins étatique à l'époque, n'est représenté que sur 23 provinces sur 26. L'MLC, avec 17 députés, vient en deuxième position parce qu'il est représenté dans 10 provinces. Par contre, l'UDPS, avec 32 députés, n'est représenté que dans 9 provinces. Le Palou A, on va y revenir, a 18 députés, mais c'est un Palou regroupement. Donc, en termes de parti politique, parce que la loi ne reconnaît en termes d'organisation que le parti politique. C'est vrai que nous avons des regroupements politiques. Alors, sur ce point-là, sur les 31 regroupements politiques qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent dans cette assemblée, 10 regroupements politiques ont plus de 10 députés. En fait, ce sont des associations momentanées créées pour des besoins électoraux qui doivent disparaître d'ailleurs. C'est que si vous prenez un regroupement politique, la moyenne d'un regroupement politique, c'est d'avoir au moins 10 partis. Un regroupement politique, c'est d'avoir au moins 10 partis. Et ces regroupements politiques ont ici 361 députés nationaux, soit occupent 70% des sièges. Ces associations momentanées déstabilisent le jeu parce qu'ils n'ont pas, les regroupements politiques n'ont pas de base juridique.
Ce sont des objets politiques non identifiables. Monsieur le Président, l'AFDCA, qui est le premier regroupement avec 17 partis et qui a 40 élus nationaux, occupe seulement 17 provinces sur 26. L'ADRP, je ne sais pas si vous connaissez l'ADRP, 21 députés, 13 provinces. AAAB. Donc nous nous retrouvons avec des regroupements qui s'appellent AAAA, BBBB, mais qui n'ont aucune consistance. La conséquence, c'est que ces regroupements additionnent 3 désavantages déstructurants de notre système politique. D'abord, l'absence de base juridique. C'est vrai que la Constitution parle du regroupement, mais c'est dans la loi électorale qu'on définit un regroupement qui doit être déclaré quelques mois avant les élections. C'est donc une structure opportuniste qui déstabilise les jeux. Et cette absence de base juridique, je vous ai parlé, c'est l'absence d'identité idéologique et programmatique. Ça veut dire quoi? AAA, AAB, AALC, AA petit a. Ça n'a pas possible, c'est pas possible. Et ces 74 regroupements pathologiques pour notre scène, c'est eux qui prennent en otage autour d'une autorité morale l'ensemble du jeu politique congolais. C'est inacceptable. Honorable Président, ces regroupements, en fait, c'était l'entassement de partis politiques, comme je l'ai dit, liés à une personne et sans base idéologique. Alors, le plus grand danger de ces regroupements, c'est leur repli identitaire et géographique. En effet, lorsque on analyse les lieux d'implantation de ces regroupements, eh bien, ça tourne autour du localisme de l'autorité morale. Et à partir de ce moment-là, notre jeu politique est sociologiquement fragmenté. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut aider les partis politiques à avoir 300 candidats et que le regroupement, qu'on résolve rapidement la question de la dimension juridique pour qu'on puisse savoir c'est quoi un regroupement. Voilà pourquoi nous avons proposé ces chiffres, honorable Président, pour donner une lisibilité idéologique et programmatique à notre action, parce que ces lieux de ces regroupements sont les lieux de contestation tumultueuse et de contestation permanente sur fond de revendications de postes et qui met en danger la fonctionnalité de la République. Deuxième élément sur lequel nous voulons qu'on change le seuil de répartition en seuil de recevabilité, c'est sur le plan de l'arithmétique politique. Honorable Président, il y a une corrélation entre le nombre de candidats présentés et le nombre de sièges obtenus. Ce rapport, en moyenne, est de 10%. Donc, si vous présentez 200 candidats, vous avez la chance, si vous êtes un très bon parti, d'avoir 22 ou 20 candidats élus. Et lorsque nous analysons notre système, en 2018, 18 partis qui avaient présenté au moins 100 à 289 candidats ont obtenu
plus ou moins 5-4 sièges, soit 19,4% des sièges en moyenne. Donc si nous voulons avoir de bons partis, avec 300 candidatures, on peut avoir au moins 30 députés. Mais ça, c'est dans la proportionnelle. Mais nous n'en voulons pas. Alors, on va y revenir. On nous a fait croire, et c'est vrai, nous avons entendu que, et ça c'est, on ne nous a pas fait croire, c'est une réalité, 300 candidatures par parti ou par regroupement va constituer une charge énorme pour les partis. Et ça pourrait glisser vers l'insouffrance censitaire. Non. Comme vous avez suivi, le G13 propose non seulement la réduction de la caution, mais aussi nous sommes d'accord pour que nous puissions la fixer plutôt par liste que par candidat. Il faut aussi faire fonctionner très rapidement les mécanismes de financement des partis pour libérer les partis politiques de l'emprise des autorités morales qui se comportent en ayatollah politique. Et il faut aussi envisager, comme on l'a dit, le remboursement de ressources. Voilà donc, honorable président, ce que nous pouvons dire sur le seuil et pourquoi nous avons migré du seuil de répartition en seuil de recevabilité. Alors, je vais aborder une question très délicate, le mode de scrutin. Cette question, les collègues sont revenus là-dessus, les collègues Mboukou, les collègues Boulé, les collègues Sakata, les collègues Okundi, les collègues Mboussa, le grand bâtonnier Matadi Nenga, les collègues Ntumba et d'autres éminents collègues. Nous avons presque tous plaidé pour le maintien du système proportionnel, au plus fort reste, soit le système actuel. Je ne voudrais pas dire que nous souffrons tous du syndrome de Stockholm, qui consiste à aller embrasser notre monstre qui nous a menés dans les difficultés. Nous avons eu seulement deux collègues, le collègue Kabira et le collègue Ekofo, ainsi que le collègue Bindoulé, qui ont appuyé notre option du scrutin majoritaire. Honorable Président, honorable membre du bureau, je voudrais dire d'emblée que le mode de scrutin ou le système électoral, ce n'est qu'un mécanisme qui permet de traduire le vote des électeurs en siège dans une assemblée. Mais cette transmutation de voix en siège est un moment alchimique où le choix de l'électeur peut être métamorphosé en changeant à la fois le sens de l'acte de voter, mais surtout les résultats des élections. Il peut arriver, et c'est ça de la proportionnelle, qu'on proclame élu une personne qui n'a pas gagné en termes de voix. Parce que la démocratie, c'est un suffrage, c'est une expression de voix. Mais je sais que le choix d'un système électoral, c'est l'une des décisions institutionnelles le plus importantes. Le président Mitterrand a estimé qu'il n'y a pas de meilleur système électoral. Tout dépend des résultats, des objectifs qu'on veut atteindre. Chaque système comporte des avantages et des avantages. Le meilleur système, c'est celui qui vous fait élire. Affirme Santini. Nous allons nous limiter à vous donner modestement quelques clés de lecture et de compréhension de choix. À la fin, le choix du système
va nous appartenir. Et nous allons nous-mêmes choisir quelle sauce on va nous manger. Honorable Président, parlons d'abord de la représentation proportionnelle. C'est un système, comme beaucoup l'ont dit, qui est propice aux États post-conflit au fait d'assurer une justice sociale électorale en prenant en compte toutes les diversités, mais surtout les minorités, en théorie. Mais in limine litis, je voudrais nous éviter de confondre la justice sociale de ces systèmes électoraux qui visent à assurer la présence de petits partis et la question de représentation des minorités sociologiques. Nous sommes d'accord qu'il faut éviter cette illusion d'optique. La représentation proportionnelle n'a pas permis l'élection de Batchoua à Ingende chez l'honorable Bompanze. Il n'y a aucun mot choix ici. La représentation proportionnelle ne permet pas que les Bamboutes viennent ici. La représentation proportionnelle, surtout dans le cadre de notre environnement, a été un mécanisme subtil de fragmentation, comme je l'ai expliqué, des voies d'un grand type politique qui crée plusieurs partis politiques et qui revient autour de ces groupes. Donc, nous n'avons pas atteint l'objectif. Il n'y a pas de justice sociale. Ça a servi à la captation, mieux au détournement des suffrages au profit d'un parti patron en désorientant les électeurs avec des partis qui disparaissent. Je ne reviens plus. Mais surtout, honorable président, si la proportionnelle est fondée en Europe, c'est parce que ce sont des nations qui peuvent se permettre un certain nombre de divisions gérables parce qu'il y a déjà la cohésion de base. Mais dans le cas de notre système, ces systèmes favorisent la prolifération des partis dans les assemblées, ce qui ne permet pas de dégager un parti majoritaire. Ceci nous amène à monter des coalitions hétéroclites, découlant de longues transactions et négociations avec des attellages sans consistance idéologique, fragiles, avec un gouvernement faible et instable. Les temps moyens de construction d'une coalition chez nous ou de formation du gouvernement dans notre pays aussi entre 4 mois et 6 mois. Alors, si un président est élu pour 5 ans, la première fois, il prend 6 mois. De janvier 2019 jusqu'à pratiquement juin 2019. Il perd 6 mois. Il change de majorité, il prend encore 4 et 6 mois. Donc sur 5 ans, il perd pratiquement 1 année pour la recherche d'une coalition. Ça pose problème. En Belgique, on peut se permettre. C'est un État qui a une administration. Mais chez nous, tout fonctionne autour du gouvernement. Donc, ces marchandages, ces manœuvres amènent à une sorte d'une bombe atomique qui tue l'État en ôtant tout pouvoir. En 2006, je vous ai déjà dit, honorable président, chers collègues, que 8 partis seulement avaient plus de 10 députés à cause de la proportionnelle. Les PPRD, 111 députés, c'est très loin d'avoir une majorité gouvernante. Les MRC qui venaient à l'époque en deuxième position avaient 64. Le PALU, avec 34 députés, a négocié pour avoir un gouvernement avec Papa Kizenga. L'MSR 22, les FR 26, les RCD 15, Codeco 10, CDC 10. Ce qui est plus grave, honorable président, au moins 45 partis
n'avait qu'un seul député dans l'Assemblée. En fait, des électrons libres qui sont là, mais qui déstabilisent le jeu politique. Voilà les conséquences de la proportionnelle. Les cas les plus emblématiques, mais aussi le plus beau, c'est de mon grand frère qui m'a quitté, l'honorable Lokondo. Et son lycée, lui, il était le seul. Et il trônait seul, un seul député. Mais lui, il émergeait, mais tous les autres 45 étaient en train de voir de quel côté la majorité va basculer. Donc si la majorité va à gauche, eh bien ils vont à gauche. Quand la majorité va à droite, eh bien, on ne peut pas construire un pays sans cohérence idéologique et programmatique, honorable président. En 2011, nous avons 98 partis représentés au sein de l'Assemblée. 31 partis ne sont représentés que par un seul député. 74 partis ont moins de 5 députés et moins de 10 partis ont moins de 10 députés. Comment peut-on construire un État dans cette fragmentation atomistique de partis? C'est impossible. Ah, je ne crois pas qu'il y a plus de 2. Honorable Président, en 2018, le PPRD a 52 députés, l'UDPS 32, le MLC avait 17, puis 22 plus 17. Alors, en tout état de cause, dans une telle configuration et dispersion de voix créée par la proportionnelle, nous avons un système hétérogène, d'absence de cohérence, du primat de localisme, et nous ne pouvons pas construire une gouvernance stable, efficace, programmatique. En France, lorsque le président est élu, le même soir, 2 jours, il a déjà son premier ministre. Chez nous, il faut passer par un informateur qui a même un cabinet qui fait 2 mois. Après, il y a un formateur. Écoutez tout le monde, commencer à se répartir le poste comme un gâteau. On ne peut pas construire. Il faut des majorités. Voilà pourquoi nous proposons le scrutin majoritaire qui va restaurer les liens entre l'élu et les électeurs. Le système majoritaire permet d'avoir des élus qui sont véritablement élus et non des élus qui sortent des quotients électoraux. J'ai suivi mes amis du MLC. Je voudrais, l'honorable Boulet, je voudrais lui rappeler les drames que ce parti a vécu en 2006 dans la circonscription de Bikoro. Le premier de la liste a eu 18 000 voix. Il était MLC. Le deuxième, MLC avec 15 000 voix. C'était le feu regretté Imana Ngoulou. Les quotients électoraux arrivaient à plus ou moins 31 000 voix. Alors, lorsqu'on applique les quotients, les MLC n'avaient plus un plus fort reste. Il nous restait simplement 1500 voix. Et qui a été élu? C'est le 6e de la liste, qui avait 4000 voix. Alors, notre collègue et la population nous disaient, Ndengeni Nimana Ngoulou a eu 15 000 voix, bon, on a eu 4000 voix qu'il dans le Parlement. Les collègues étaient tellement marqués par cette affaire qu'il est mort, excusez-moi. Donc, on peut aller comme ça dans la circonscription de Funa. Les MLC, le premier a eu 12 000 voix. Le deuxième, 9 000. Le quatrième, 8 000. Mais les MLC prend seulement 2 sièges. On va prendre quelqu'un du PPRD par le jeu de la proportionnelle qui n'a que 5 000 voix.
Nous voulons dire que il faut que ceux qui sont en tête des listes, que le peuple a réellement élu, soient proclamés élus. Si le peuple, s'il y a 5 sièges, les 5 premiers prennent le siège, comment on va les prendre le 15e pour aller prendre le plus 15e? Voilà le sens de notre démarche. Bon, nous allons continuer le débat, mais l'objectif c'est que le préférence, l'expression de la volonté populaire soit respectée. Il n'est pas normal que celui qui a eu 10 000 voix reste pendant 5 ans au village et quelqu'un qui a 500 voix vienne siéger ici. Mais c'est à vous, honorables députés, qu'appartient le pouvoir de décider. Mais ce sont des éléments purement techniques. Honorable Président, je vais passer à la 3e matière qui m'a été confiée. Collègue Maïcha, la problématique de l'élection au suffrage indirect de gouverneurs et sénateurs. Cette question a fait l'objet de nombreuses questions. Pour certains collègues, la proposition du G13 violerait la Constitution. Mais pour comprendre notre proposition, dont on parle de parrainage, il faut convoquer 2 paramètres. Le premier, c'est la Constitution. Nous tenons à dire aux collègues que notre démarche s'inscrit dans le respect de la Constitution. Qui dit l'article Collègues, suivez s'il vous plaît. Honorable Président, c'est ça les conséquences de la fragmentation du vote avec l'indiscipline de candidats à 2 ou 3 sièges dans la salle. Collègues, suivez, c'est intéressant. Alors, à ce qui concerne le gouverneur, sur l'élection de gouverneur, sur l'élection de gouverneur, nous avons dit que nous respectons la Constitution. L'article 54 dit que le candidat gouverneur est présenté par le parti politique et les regroupements. L'article 198 sur le gouverneur, on dit qu'ils sont élus pour un mandat de 5 ans par les députés provinciaux. Nous devons éviter, comme il nous a été demandé, les actes de corruption qui ont été dénoncés. Qu'est-ce que le G13 propose? Pour éviter la corruption, il y a eu 2 tendances. La première tendance, c'est de dire qu'il faut élargir la base électorale. C'est-à-dire que les élus nationaux ou des élus locaux viennent élire le gouverneur, mais cette première proposition pose un problème du respect de la Constitution. Parce qu'on dit que ce sont les députés provinciaux qui élisent. De sortie, il faut le faire au suffrage universel, direct. Là aussi, nous sommes bloqués par la Constitution. Voilà pourquoi nous avons trouvé une parade. Puisque la Constitution parle de présentation des candidats par les députés provinciaux, nous avons voulu que les futurs gouverneurs ou les candidats gouverneurs soient portés par
une majorité des députés, de sorte que les députés, dès le départ, soient liés par un suffrage populaire. Il est immoral, honorable président, qu'un parti politique qui a 12 députés provinciaux ne puisse pas avoir un sénateur du fait de la corruption. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été battu aux élections législatives provinciales, aux élections législatives nationales, subitement soit élu gouverneur. Et à partir de ce moment-là, ce gouverneur élu par la corruption va diriger par la corruption et l'ensemble du système de gouvernance provinciale est totalement désorienté. Voilà pourquoi nous estimons que les députés provinciaux, lorsqu'ils vont en campagne, le parti politique doit déjà annoncer qui sera son gouverneur, de sorte que lorsqu'on élit le député, la population puisse savoir que ces députés-là vont élire telle personne comme un gouverneur. Voilà le système de parrainage. Nous n'inventons rien. En droit électoral comparé, en France par exemple, le maire sont élus par les conseillers municipaux. Mais on sait déjà que la ville de Paris, Anne Hidalgo conduira la liste PS pour être maire. Il y a donc un linkage entre cela. Aux États-Unis, au mois de novembre, on ne lit pas le président, on élit les grands électeurs. Mais ces grands électeurs se présentent au nom d'une liste. Ainsi, nous aurons des gouverneurs qui auront présenté avec leurs députés provinciaux leur programme dans chaque commune ou dans chaque territoire, et on évitera l'écueil de la révision du constitutionnel. Ma main suivante, c'est la problématique du genre, je crois, oui. Non, d'abord la question de la suppléance. Bon, tout a été dit sur la suppléance. Mais, laissez-moi, chers collègues, revenir sur une chose. Nous sommes dans une république. Et ceux qui ont dit, je pense à ce monument juridique qu'est le bâtonnier Matadi Wamba. Lorsqu'il nous invite à lire la Constitution, nous devons tous bien lire la Constitution. Les droits n'est pas simplement ce qui est. Les droits, c'est ce qui doit être. Nous, élus du peuple, nous ne pouvons pas installer une république mandocratique de type familial. Honorable Président, lorsque nous prenons cette question, nous ne voulons pas interdire aux enfants, aux épouses de faire la politique. Vous êtes candidat député national, formez votre fils, allez au charbon en devenant député provincial. Nous devons éviter de transformer la République à une sorte de monarchie familiale, confisquant et transmettant les charges étatiques par dation ou en donation, comme en droit privé, honorable bâtonnier national, sous couvert de suppléance. On aurait pu laisser, comme l'a proposé les collègues Sakata, cette question dans le domaine de la morale. Mais lorsque l'interdit n'est plus interdit, lorsque le tabou est dans la nudité, le droit doit répondre. Honorable Président, dans les préambules de notre Constitution, il est clairement dit
que considérant l'injustice et ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, qui par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Honorable bâtonnier, adressez-vous à la plénière. oui, merci beaucoup, mais c'est lui qui m'aime pas. Les droits publics que je sers est différent du droit privé dans sa nature. Le droit privé, c'est l'intérêt privé. Les droits publics, c'est l'intérêt général. La charge de député est une charge publique. C'est la summa divisiorum. Vous pouvez, dans votre bonté, laisser à votre fille ou à votre femme votre champ, c'est votre droit de propriété. Vous pouvez lui laisser les cabinets, mais vous ne pouvez pas lui donner un mandat public parce que ça appartient à l'État. Chers collègues, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de Maître Matadi Nenga Gamanda, un autre bâtonnier qui est avec nous. Il écrit avec beaucoup de justesse que l'un des plus grands mots qui ronge le bon fonctionnement de nos institutions et qui font la honte du peuple congolais, c'est le tribalisme et le népotisme. Donc, nous devons sortir de cela. Et c'est ça, respecter la Constitution. Je vais aller plus loin. Les décrets-lois numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public classe parmi les agents publics le membre du Parlement. Et l'article 16 du Code dispose que l'argent public de l'État doit s'abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l'éthique professionnelle, comme la corruption, le détournement des deniers publics, le favoritisme et le népotisme. C'est interdit par la loi. Voilà pourquoi nous avons exclu de la chaîne de suppléance un parent en ligne collatérale, ascendante ou descendante. C'est vrai, honorable président, le communautarisme est en train de se développer, mais le népotisme n'est que la forme primitive du tribalisme. Et si nous voulons combattre le tribalisme, c'est avec la même énergie que nous devons combattre le népotisme. Aujourd'hui, on ne se gêne plus. Dans les cabinets ministériels, on voit des enfants, des femmes. C'est la mort de la République. Enfin, je vais terminer, Monsieur le Président, par l'impératif du genre. Honorable Président, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous remercier pour votre attachement à la valeur, à la cause de nos mères, de nos sœurs, de nos filles, de nos épouses. Honorable Président, chez nous les Mongos, on appelle la femme Bomonto. Ça veut dire quoi? Bomonto, c'est-à-dire l'autre homme, l'autre moi, l'autre nous. C'est-à-dire que le bonto ne peut pas aller sans le Bomonto. C'est impossible. Nous sommes comme deux ailes d'un oiseau. On ne peut pas voler avec une seule aile. Nous devons avoir l'homme et la femme.
Aujourd'hui, dans beaucoup de démocraties, il y a ce qu'on appelle le vote binominal. C'est-à-dire, quand vous allez voter, vous votez un homme et une femme. Le problème qui a été posé ici dénote tout simplement de difficultés d'évolution de notre culture patriarcale. Cette forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention du pouvoir par les hommes et l'exclusion des femmes. Je veux dire aux femmes que déjà entre nous les hommes, nous ne nous aimons pas, nous nous battons. Et quand vous venez, les gâteaux deviennent encore difficiles à partager. Voilà pourquoi on veut vous exclure. Mais en termes de capacité, en termes de nombre, beaucoup de partis politiques ont des femmes, même si on croit qu'elles sont spécialistes simplement en genre ou en personnes vulnérables. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour cette assemblée, et particulièrement ces éminents personnalités comme le bâtonnier, nous ne devons pas mettre nos lunettes de privatistes. La liberté que les privatistes ont en matière de vente des contrats n'est pas la même liberté que nous avons en droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est un droit de l'impérativité. La norme est sacrée. Et lorsque vous lisez le droit constitutionnel, ou une disposition constitutionnelle comme l'article 14, on vous dit, le pouvoir public veille à l'élimination. L'indicatif présent en droit constitutionnel, c'est une obligation. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Lorsque la Constitution dit, ils prennent les mesures dans tous les domaines, c'est une obligation. Lorsque la Constitution dit, la femme a droit à une représentation, on n'en a pas à discuter, ce n'est pas un don, c'est une obligation, conscience est sacrée. Donc, honorable président, je voudrais terminer sur ce ton en disant tout simplement que un serpent qui ne change pas de peau est condamné à mourir. Les sociétés doivent évoluer. Et tout ce que nous avons proposé, en fait, c'est que des propositions, ce sont des évolutions. Nous avons le choix entre rester une société stationnaire et d'avoir une société de progrès et de réformes. J'ai dit merci. Honorables députés, chers collègues, je voudrais remercier les honorables députés Sesanga, Lubaya, Mamba, Munubo, Njoli, pour des éclaircissements qu'ils viennent d'apporter aux interrogations de l'auguste Assemblée. Vous avez suivi les débats comme les réponses ont été riches et intéressantes. Cela démontre l'importance du sujet de cette proposition de loi. Une proposition de loi qui engage l'avenir de notre pays, notre avenir et l'avenir des autres acteurs politiques qui ne sont pas membres de cette Assemblée.
Encore une fois, merci aux initiateurs, merci aux collègues. Après ces réponses, le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de cette proposition de loi? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Il n'y a ni contre ni abstention. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06 par 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Chers collègues, avant d'envoyer ce texte de loi pour un examen approfondi en commission, je tiens à vous rappeler que dans les soucis, que cette proposition de loi répondent aux attentes de notre peuple et des opérateurs politiques. Pour ce faire, nous avons décidé d'organiser des séances au cours de laquelle l'Assemblée plénière